C'est l'heure de la chronique L'Histoire des Juifs de France en compagnie de Christophe Dard. Votre rendez-vous Histoire sur Radio J que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Et oui, nous avons des retours tous les jours sur cette antenne. Et comme chaque matin, eh bien, nous voyageons dans le temps. Nous nous arrêtons sur des événements, des dates, des grandes figures qui ont marqué la communauté juive de France. Ce matin, nous sommes au début du XVIIIe siècle. Louis XIV meurt en 1715 et s'ouvre alors une période de régence durant laquelle le duc d'Orléans gouverne en raison du jeune âge de Louis XV qui devra attendre ses 14 ans en 1723 pour enfin gouverner. Et c'est à Paris plus précisément que nous nous arrêtons, justement si officiellement les Juifs ne sont pas censés y résider depuis l'expulsion définitive de 1394, une communauté y est bien présente, même si elle est dans le viseur des autorités. Et ce qu'il faut dire, Christophe, c'est que ce n'est pas nouveau, puisque vers la fin du XVIIe siècle, des Juifs qui habitent Paris sont accusés de commettre des crimes rituels. Et oui, et pour cela, il faut aller au XIXe siècle, donc un petit peu plus tard, où un archiviste de la préfecture de police pendant la Restauration, Jacques Pechet, décrit dans ses mémoires tirées de la police un drôle de phénomène qui se déroule, il en a en 1670, 3 ans après la nomination de Gabriel Nicolas de Larigny au poste de lieutenant général de la police, une fonction qui n'existait pas jusque-là, je le cite. Depuis environ 4 mois, 26 jeunes gens manquaient à leur famille, inconsolables d'une telle perte. Des bruits mystérieux et contradictoires circulaient, quelques-uns affirmaient que les Juifs crucifiaient de temps à autre les chrétiens en haine du Dieu crucifié. Cette folle opinion ne prévalut heureusement pas, en effet, puisque les vrais responsables sont bientôt arrêtés. Et cela montre donc que des familles juives résident à Paris et surtout que les poncifs hérités de l'antijudaïsme moyenâgeux restent persistants même au XVIIe siècle. Et parmi les rumeurs folles concernant les Juifs dans cette période d'angoisse à Paris en 1670, eh bien, certains sont même convaincus que ce sont les Juifs de Metz, de plus en plus nombreux dans la cité lorraine depuis qu'ils font partie du Royaume de France en 1552, formant d'ailleurs là une des plus importantes communautés qui ont été envoyées clandestinement à Paris pour commettre ces crimes. L'année d'ailleurs où ils sont perpétrés, 1670, eh bien, le Parlement de Paris condamne un juif à être brûlé, accusé d'avoir égorgé un enfant. Et c'est donc dans ce contexte de méfiance à leur égard que l'on compte environ une trentaine de juifs à Paris sous la Régence, qui est peu pour une ville de 500 000 habitants quand même, surtout que la durée de validité de leur séjour dépasse rarement les 3 mois. Et en plus, ils sont très surveillés. Un inspecteur est même chargé de ne surveiller que les juifs. Mais alors pour quelle raison ? Eh bien, selon l'historien Philippe Landau, sur lequel je me suis appuyé pour préparer ce dossier et qu'on aura, je pense, l'occasion de citer régulièrement par la suite, notamment pour le XXe siècle, eh bien, l'arrivée d'étrangers à cette période laisse penser que parmi eux, en fait, figurent des espions à la botte de l'Allemagne et de la Prusse. Pourquoi ces deux pays ? Tout simplement parce que la France a été en guerre contre eux lors de la guerre de succession d'Espagne entre 1700 et 1714. Et autre raison aussi, invoquée, pas des moindres, la banqueroute du système de John Law. Alors, est-ce que vous savez, Ilana, ce dont il s'agit ? Non, dites-nous. Eh bien alors, en fait, vous avez peut-être quand même entendu parler, parce que je crois qu'à l'école, on l'étudiait, quand on parlait du règne de Louis XV. En fait, c'est un économiste écossais qui promettait auprès du régent Philippe d'Orléans, qui l'a nommé d'ailleurs contrôleur général des finances, de régler le problème de l'endettement et relancer l'économie. En gros, à lui tout seul, en très peu de temps, il allait changer un système économique qui était en panne depuis plusieurs décennies. Et évidemment, c'était plus compliqué que cela, puisque sa banque qui émet du papier-monnaie va faire faillite. Les banquiers juifs, justement, sont particulièrement surveillés parce que, on imagine qu'ils veulent profiter de la situation. Vous savez, toujours cette vieille accusation des juifs usuriers, elle aussi tenace comme celle des meurtres rituels. À la surveillance succède bientôt la traque des juifs parisiens. En 1721, le régent autorise l'arrestation des juifs sans passeport. 6 juifs sont arrêtés pour absence de passeport et 3 pour dette ou refus de payer des gages. Ceux qui ne peuvent pas produire les documents administratifs demandés sont jetés en prison. Et il faut savoir que 3,5% des détenus juifs en 1721 sont parisiens. Donc c'est énorme parce qu'ils représentent une petite communauté et pourtant donc près de 4% des détenus. L'un d'entre eux, notamment Itzhak Simon, est envoyé à la Bastille. Vous savez, cette fameuse prison qui compte alors moins de 1500 détenus. Il est accusé à tort de fraude sur des paiements, mais il est incapable de prouver son innocence. Alors son fils vient le voir, va essayer de l'aider, sortir de là, mais la police estime que les documents en sa possession sont faux. Du coup, lui aussi est envoyé en prison. Finalement, le père et le fils vont rester emprisonnés près de 3 ans dans cette sinistre prison de la Bastille, qui date quand même du Moyen-Âge. Ils sont relâchés faute de preuves, puis bannis du royaume. C'était la peine que l'on imposait aux Juifs à l'époque. Et à cette même période, on s'en prend aussi aux Juifs pour la pratique de leur foi. Bien sûr, certains sont arrêtés, accusés de tenir une auberge pour Shabbat, d'autres envoyés en prison, surpris en plein
Seder de Pessar. Les livres en hébreu sont confisqués, les arrestations et les emprisonnements contre les juifs obligés de pratiquer leur culte dans la clandestinité se poursuivront au cours des années suivantes. Et en 1731, un inspecteur du nom de Tapin estime que ces errants, vagabonds, sans feu ni patrie, ne viennent à Paris que pour y faire prospérer leur friponnerie. Bon, sous-entendu, des affaires un peu louches. Un bureau spécial consacré à leur surveillance s'appelle, cela dit tout, juifs et escrocs. Et les rumeurs vont toujours bon train sur les accusations de crimes rituels par ailleurs. Et oui, en 1750, comme d'ailleurs 80 ans plus tôt, c'est quand même fou comme l'histoire se répète, eh bien on constate de nombreuses disparitions d'enfants. Alors l'histoire est absolument incroyable, Iliana, parce qu'on pense d'abord que c'est Louis XV qui est l'instigateur de ces rapts, car il se dit que sa santé est minée par les excès et que ses médecins lui prescrivent des bains de sang humain. Donc vous voyez, on est vraiment dans un espèce de délire. Il faut dire effectivement que Louis XV n'est pas un roi très populaire à ce moment-là. Alors en fait, il s'agit d'un comte qui est à l'origine de ces disparitions et de ces crimes, comte de Charolais, ça ne s'invente pas, qui est d'ailleurs parent du roi et qui dans sa déposition va avouer expliquer la motivation de ces dispositions. Il s'est inspiré d'un prince russe qui tenait ce remède miracle d'un médecin qui a parmi ses origines une ascendance juive. Et voilà comment, une fois de plus, on associe les juifs au meurtre d'enfants. Toutefois, dans ces années 1750, Christophe, les Juifs sont de plus en plus nombreux à s'installer à Paris alors qu'ils n'y sont pas autorisés. Entre 1720 et 1750, leur nombre a plus que triplé. Ils font majoritairement du commerce. Et il faut dire aussi qu'à cette période, c'est la population de Paris qui augmente en général. Et on assiste finalement à la présence de deux communautés, l'une récente, qu'on appelle les Portugais, les séfarades, si vous préférez, plutôt rive gauche, dans le quartier de Saint-André-des-Arts, et l'autre, les Allemands, ashkénazes, plus anciennes, présentes sur la rive droite, dans les quartiers Saint-Martin et Beaubourg, d'ailleurs assez drôle, puisque c'est encore aujourd'hui dans ces quartiers-là qu'on a encore beaucoup de juifs à Paris. Une ordonnance royale de janvier 1750 oblige tout juif à son arrivée à Paris à posséder un passeport et à s'adresser au syndic de sa nation. Du coup, on peut présumer que les juifs sont toujours autant surveillés. Et oui, et en fait, toute arrivée des juifs à Paris est faite selon 3 niveaux, comme l'explique Philippe Landau. D'abord, il faut s'adresser à la communauté d'origine pour avoir l'autorisation de partir. Ensuite, il faut se tourner vers le représentant parisien des communautés, un peu comme si en gros vous alliez en 2021 à l'ambassade d'Israël. Et puis, il y a de différents d'ailleurs pour les Portugais, les Lorrains et pour les Alsaciens et les Juifs originaires de contrées germaniques. Donc, il faut vraiment savoir à qui on s'adresse. Alors, ce sont les 2 premières étapes et une 3e oblige tout juif qui veut s'installer à Paris aussi de présenter en moins de 24 heures une lettre de recommandation de son syndic parisien. C'est quand même incroyable, justifier d'une adresse et obtenir l'avis favorable de 3 personnes, d'un inspecteur, d'un lieutenant de police et du ministre d'État. Oui, il faut vraiment avoir la foi à l'époque pour s'installer à Paris. Il faut avoir envie d'habiter à Paris. Il faut avoir envie. Un permis de séjour est alors accordé dont la durée peut aller jusqu'à 1 an et qui permet à la communauté finalement quand même juive parisienne malgré tout de se développer, de se reconstituer. On l'a souvent dit, elle était notamment très importante au Moyen-Âge. Mais attention, toutefois, puisque les habitations sont fouillées dans les moindres recoins, sitôt suspicion, les passeports vérifiés et les peines de prison toujours là pour les juifs récalcitrants et suspectés d'activités illégales, même si heureusement elles sont moins systématiques puisque les juifs envoyés en prison représentent moins de 1% des détenus parisiens. Même si les juifs sont mieux acceptés à Paris et l'accroissement de leur présence le montre, ils restent des parias marginalisés, vivant dans la misère pour la plupart et mal intégrés. Et il faudra encore donc du temps, hélas, pour enfin changer tout cela. Merci beaucoup Christophe Dard pour cet épisode de l'histoire des Juifs de France. Billet à retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr et sur notre page YouTube.